Et c'est au son de la Marseillaise que nous sommes accueillis ce week-end du 14 juillet à Dijon par la FFM et le Comité national de vitesse pour la 6e manche du championnat de France Superbike. Un circuit sur lequel peu de pilotes ont roulé puisque cela faisait quand même 7 ans que le Superbike ne s'était pas arrêté en Bourgogne. Et l'occasion était trop belle. Lorenzo, le directeur du circuit, nous parle un peu plus de ce tracé qui n'a pas pris une ride ni une chicane en 40 ans d'existence. C'est le retour du Superbike depuis toutes ces années d'absence. C'est une volonté de la fédération qui a travaillé depuis quelques années avec moi au retour du Superbike, à la recherche d'un promoteur qui a pris en charge cette année toute la promotion du Superbike et pour le plus grand plaisir des pilotes, de l'équipe du circuit, du public de la région. Vous avez remarqué que le public a répondu présent malgré des conditions météo, on va dire pas au top. On y fête aussi, on y marque une belle aventure, c'est la 40e année d'existence du circuit, avec toute cette histoire que le circuit a accumulée, engrangée depuis les premières heures de la Formule 1, les grandes aventures Arnaud Villeneuve, les premières victoires d'Alain Prost, et puis l'époque des groupes C, des sports prototypes, avec des Michael Schumacher par exemple, qu'on revoit chez nous en pratiquant la moto de loisirs. Et puis ensuite, toutes les formules de championnat de France GT, championnat de France d'endurance, série, tous les teams qui nous fréquentent et les manufacturiers dont certains sont présents ici. Effectivement, une grande aventure et qu'on espère encore très longue. Beaucoup de circuits qui ont l'âge de celui-ci ont dû subir, je dis bien subir parce que quelquefois un peu à contre-cœur des dirigeants ou des pilotes, subir des modifications liées essentiellement sur le thème de la sécurité des pilotes en piste pour casser les hautes vitesses. Et ici, les choix nous avaient été faits par la FIA et la FFSA, FFM aussi. On a absolument souhaité garder l'âme du circuit. Après avoir pris l'avis de plusieurs grands pilotes, René Arnoux, Jacques Lafitte, Alain Prost, etc., ils ont tous validé qu'il ne fallait surtout pas toucher au tracé du circuit. On en était plus que d'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la moto, c'est une consécration totale des pilotes français, des meilleurs tops, sans aucun problème. Le plateau du Superbike revient poser ses roues à Dijon après quelques années d'absence et pour vous rafraîchir la mémoire, on part pour un tour embarqué avec le champion de France 2010 et vice-champion 2011, Erwan Nigon, présent ce week-end pour coacher son frère, qui pige en 600 Pirelli. Bonjour à tous, ici Erwan Nigon en direct de la caméra embarquée de Sébastien Gimbert, mon coéquipier en championnat du monde d'endurance, pour un tour de circuit Dijon-Prénois lors du FSBK. Ligne droite descendante qui précède un long virage à droite en 3e vitesse. Point de corde relativement tard pour enchaîner sur un gauche-droite assez rapide en 3e, suivi d'une petite réaccélération en aveugle qui précède un virage à gauche en 2e vitesse. Réaccélération, 2e, 3e vitesse, pour enchaîner sur un petit droite en montée avec un fort appui qui nous freine pas mal. En 2e, réaccélération, virage aveugle pour enchaîner sur un gauche en 2e, 3e vitesse, réaccélération, long gauche qui précède un double droite en descente, très technique, réaccélération, et la 2e partie du droite qui précède la ligne droite des stands. Réaccélération en 4e, 5e, pour passer à 6e au panneau pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 308 km/h. Erwan Nigon qui roule aujourd'hui en championnat allemand pour le team BMW Vonzone Alpha Technique et en mondial de l'endurance est venu encourager mais aussi distiller de précieux conseils à son petit frère qui hérite là de la moto d'Ornella Ungaro qui s'est malheureusement blessé en motocross. Johan devrait terminer la saison auprès du Yamaha Junior Team de Pierre Chapuis. Une passion qui rapproche les frangins et le petit frère est très attentif pour suivre les traces de son champion de grand frère. Je suis venu encourager mon frère, essayer de lui apprendre les techniques, quelques méthodes pour qu'il puisse un petit peu progresser et avant tout se faire plaisir, quoi. Donc c'est le but, quoi. C'est la passion. Je reste passionné quand même. J'essaye de lui donner quelques clés pour qu'il apprenne avant tout à se faire plaisir et essayer de rouler de plus en plus vite, quoi.
J'écoute ses conseils et puis ça marche. Donc là je me qualifie 12e. Ça fait 9 mois que j'avais pas roulé, donc j'en suis content. Je savais pas où j'en étais, donc ça me fait plaisir. Je me mets pas de pression, je suis pas là pour me mettre de la pression, il n'y a pas mon père, donc tant mieux. Et on verra ça demain, je vais essayer de faire le mieux possible. Un autre box dans lequel on retrouve deux frangins, c'est celui du Fury Junior Team, dans lequel ce week-end il y a bien sûr Jules Danilo en bataille pour le titre avec Robin Hahn, mais aussi son petit frère Simon, qui roule habituellement sur des 125 Red Bull Rookie Cup. Dans cette catégorie, c'est le petit frère cette fois-ci qui est venu aider le grand. Après ma chute à Manicourt, j'ai pris beaucoup de retard au niveau du championnat avec Robin. Du coup, on s'est dit, Simon, il peut peut-être venir. Moi, je roule avec la Moto 3 de mon préparateur, Laurent Pradon. Et on en a aussi une à nous, c'est sa première fois qu'elle sort. Et on s'est dit, bon voilà, on va la prêter à Simon. Comme ça, il va venir essayer de prendre des points à Robin. La première fois que je roule sur la Moto 3, c'était hier. Donc aussi une nouvelle piste pour moi. Donc, j'étais un petit peu perdu au début, mais j'ai pris un petit rythme et donc, tout va bien. On n'a jamais fait un podium à deux, donc oui, c'est l'objectif, 1 et 2. Et dans quel ordre? Moi premier. Ouais, Jules premier. Ce week-end voit aussi le retour de Steven Lecoquen qui va évoluer sur une Moto 3 TVX jusqu'à la fin de la saison. Jimmy Petit, quant à lui, hésitera jusqu'au départ entre sa 125 et sa Moto 3. Durant les qualifs, Jules Danilo fait le boulot sur le sec et s'adjuge la pole avec 162 millièmes d'avance sur Robin Hahn, le pensionnaire de la Dark Dog Academy. Et Christophe Arciro, pilote du team Ciati Racing, chutera lourdement alors qu'il avait fait le 3e temps et ne pourra prendre le départ le dimanche. Sur la grille le lendemain, donc, on retrouve Simon Danilo en 5e position, Robin Hahn second. Hugo Casadessus remonte sur la première ligne. Jimmy Petit aura finalement choisi de partir en Moto 3. À l'extinction des feux, c'est le pilote Dardog qui réalise le meilleur départ. Mais Jules Danilo réagit rapidement et récupère la tête de la course dans le virage du raccordement devant Jimmy Petit. Robin Hahn et Simon Danilo sont derrière en embuscade et au premier passage de la ligne, les 4 pilotes sont dans un mouchoir de poche et se tiennent à seulement 3 dixièmes de seconde. Puis les frères Danilo mettent en place le plan qui était prévu. Simon se met derrière son frère. Mais Robin Hahn n'est pas le leader du championnat pour rien et s'accroche pour rester au contact des deux frères. Jimmy Petit marque le pas et à 4 secondes et demie derrière. Simon perd aussi le contact et à l'entame du dernier tour, c'est un mano à mano entre Jules Danilo et Robin Hahn. Et sur la ligne, c'est finalement Robin Hahn qui s'impose. Le pilote de Marc Fontan accroît ainsi son avance au championnat. Tout s'est donc joué dans le dernier tour. Explication des deux principaux acteurs de la course. C'était génial pour moi, je n'ai pas voulu trop forcer parce que j'étais sûr que je ne pouvais pas m'échapper, donc je suis resté derrière lui à titiller de temps en temps. Puis dans le dernier tour, on s'est bien battu, j'ai voulu lui faire les freins là-bas, il s'est écarté un petit peu, donc je suis parti devant. Et il m'a repassé dans le gauche après la parabolique. Donc là on est resté côte à côte et en changeant d'angle pour rentrer dans le droit, je lui ai donné un petit coup d'épaule, donc il s'est élargi. Donc je suis passé les 2 derniers virages tranquille et je suis vraiment super content. C'est énorme. J'ai mené la quasi-totalité de la course. Et puis en entrant dans le dernier tour, j'ai freiné un peu trop tard en bout de ligne droite, j'ai élargi un peu. Robin est repassé et puis je savais que j'étais mieux dans le T2, donc je l'ai redoublé dans la dernière partie du T2. Et puis là on est tombé sur un attardé et je pensais que c'était bon, et puis là j'ai vu sa moto jaune arriver dans l'avant-dernier virage et il m'a touché, je suis sorti, donc voilà, c'est la course. Simon Danilo n'aura pas donc pu aider son frère comme prévu et Robin Hahn consolide son avance avec 124 points. Jules Danilo donc derrière avec 2 résultats blancs compte 95 points. Jimmy Petit lui est 3e avec 89 points. Passons maintenant à la catégorie Pirelli 600. Kevin Jacob s'empare de la pole sur une piste encore piégeuse avec un temps de 1:23.625. Hugo Claire, Maxime Cudeville sont derrière à moins d'une demi-seconde. A noter cependant la grosse chute d'Anthony Dumont et de Florent Tourné. Dumont se retrouve plâtré mais pourra prendre finalement le départ de la course dimanche.
Une averse à midi et la course est logiquement déclarée mouillée. Les pilotes ont donc le choix pour les pneus. Mais le vent souffle fort et il ne pleut plus et donc la piste sèche très vite. Pas de quoi inquiéter Hugo Clerc, mais par contre certains pilotes sont tendus. Et à l'image de Kevin Zalaï qui a raté ses qualifs et partira de la 8e position. Après un excellent départ, on retrouve aux avant-postes Thibaut Bertin qui lui partait de la 7e position qui revient sur Hugo Clerc. Tout comme les Kevin, Zalaï et Meko sur sa Honda qui se sont littéralement envolés sur la grille. 4 pilotes essayent de s'échapper sous les commandes de Thibaut Bertin, pilote de la Yamaha numéro 8. Et la bataille fait rage avec des dépassements à tous les virages. Ça finit même par se toucher entre Zalaï et Bertin qui perd quelques places dans la manœuvre. Mais Bertin ne lâche rien. Il reste au contact des pilotes. Et dans le dernier tour, il poussera même Zalaï à la faute. Dans la parabolique, celui-ci élargit et le pilote de la Yamaha numéro 8 en profite. Il s'impose devant Zalaï et Gourin, heureux de faire son premier podium en 600. J'ai fait un très bon départ, je suis parti devant. Mais bon, de suite des attaques, on n'arrêtait pas, on se doublait, on se redoublait. Bon bah voilà, j'ai rien lâché, mais faut essayer de pas tomber non plus, faut pas s'emballer pour pas tomber parce qu'on joue le championnat. Donc on s'est touché 2-3 fois avec Kevin, c'était très tendu. Mais bon, très content là, c'est génial, encore une belle opération pour le championnat, on prend des points en plus. Et au classement donc Thibaut Bertin accentue son avance sur Kevin Zalaï qui pointe maintenant à 14 points derrière. Et au courage Anthony Dumont, parti dernier et blessé, accroche quand même le point de la 15e place. Attardons-nous un peu sur une nouvelle catégorie qui trône maintenant pendant les week-ends de FSBK, la catégorie European Bike qui regroupe un pool de gentleman drivers. Thierry Capella, promoteur de cette catégorie, nous en dit un peu plus. L'European Bike, c'est une continuité du challenge Top Twin Unlimited qui a été lancé fin 2007. Et maintenant ça fonctionne plutôt pas mal depuis 3-4 ans maintenant. J'avais l'idée à terme de faire prolonger le championnat avec que des marques de moto européennes. C'était un peu l'idée de garder la base essentielle qui était Ducati avec qui on a commencé, KTM qui est venu se joindre à nous très tôt aussi. Et d'autres marques comme MV Agusta, Morini, Triumph. Voilà, l'idée c'est vraiment maintenant d'ouvrir avec un vrai championnat réservé aux motos européennes, de marques européennes, puisque a priori ça n'existe pas en France. Ce sont des gens qui sont aidés par des concessionnaires de haut vol, qui ont déjà un bon niveau de roulage, ont roulé dans plusieurs secteurs comme les promosports, comme des coupes de marques. Et donc c'est des gens qui ont un métier. Stéphane, je crois qu'il travaille à la SNCF. Voilà, chacun a un boulot de carrossier, etc. Mais c'est des gens qui sont avant tout des gentleman drivers. Mais maintenant on commence à avoir des amateurs plutôt éclairés parce que le niveau des temps des 3 premiers, par exemple, ça peut rentrer entre la 15e et la 18e place en championnat de France Superbike. Stéphane Pagani, qui mène au classement provisoire du championnat European Bike, explique ce qui a changé, mais aussi sur ce qu'il y a après cette catégorie. La structure est intéressante. European Bike, c'est pendant un Superbike, c'est très carré, c'est très organisé. C'est ce qui est intéressant, surtout pour le retour au niveau des sponsors. C'est épreuve moto où on a le plus de spectateurs qui viennent voir. Donc pour les sponsors, c'est sympa. Mais là, on n'est pas ridicule en European Bike, on est dans les 15 meilleurs chronos français. Donc ça peut ouvrir des portes pour aller rouler en Superbike. Donc je pense que c'est ce que je vais me diriger l'année prochaine si tout va bien. Et avant de s'intéresser au super sport, nous sommes passés prendre des nouvelles de Louis Bull avec Marc Fontan, le team manager de la Dark Dog Academy. Les nouvelles sont bonnes et Louis garde le moral aidé par toutes les petites attentions du paddock. Louis va de mieux en mieux, on le sait que ça sera encore très long, mais il a entamé la rééducation au centre de rééducation des Grands Brûlés de Lyon. Et donc maintenant il est en pleine rééducation, il a la tête avant tout à la moto qui est sa passion, et heureusement qu'il a une famille qui est avec lui, qui le soutient. Et donc le casque que lui ont donné les pilotes avec Mathieu Lagrive et qui est essayé tous les pilotes, je l'ai porté juste avant Manicourt, il était heureux parce que ça fait voir que les gens pensent à lui, parce que lui il se retrouve un peu isolé avec ses rééducations dans son hôpital ou maintenant au centre de rééducation, et ça le touche beaucoup, et c'est important parce que c'est là où maintenant il ne faut pas qu'il baisse les bras, mais Louis est quelqu'un de très solide et il ne baissera pas les bras, il va aller jusqu'au bout, et puis il espère toujours un jour revenir dans le monde du deux roues, quoi. Et pour les qualifications, la piste est séchante, ce qui aide les pilotes qui, rappelons-le, pour la plupart découvrent ce circuit.
Mathieu Lagrive, encore blessé au coude, ne peut pas faire mieux que 8e. Et plus les tours s'enchaînent et plus les temps baissent. Et à ce petit jeu-là, c'est le leader du championnat, Grégory Leblanc, qui obtient la pole avec 1:21,425. Étienne Masson, lui aussi sur Kawa, chaussée de Michelin cette fois-ci, termine à 851 millième. Denis Bouan termine la première ligne à seulement 16 millièmes derrière Masson. Axel Morin partira quant à lui 4e avec un temps de 1:22,737. David Perret 3e au provisoire s'élancera 5e. Et à l'extinction des feux, c'est justement ce David Perret qui réalise le meilleur départ puisqu'il pointe à la 2e place au premier virage. On découvre cet envol avec la caméra embarquée avec Mathieu Lagrive. Mais devant, ça roule très fort avec Bouan qui prend les commandes au 2e tour avant de se faire reprendre immédiatement par le pilote de la Kawasaki numéro 38 qui va hausser le rythme immédiatement. Bouan le suit pendant 5 tours mais ne va pas parvenir à le passer. Derrière, c'est la grosse bagarre pour la 3e place avec Perret, Masson, Morin et Guité. Le blanc déroule et prend plus de 5 secondes d'avance, oubliant la douleur sur sa Kawasaki. Le spectacle est donc offert pour la 3e place par 4 acharnés. Le blanc s'impose avec 5 secondes 792 d'avance sur Denis Bouan. Et à l'arraché, ce sera Axel Morin qui termine 3e, 6 centièmes devant Perret. Il signe là son 3e podium de la saison. Grégory Leblanc, vainqueur de la course numéro 1, sait que maintenant s'il termine devant Étienne Masson, il pourrait remporter le titre après celui de 2010. Un invité surprise, Sylvain Barillet de repos ce week-end, est passé en voisin voir ses anciens coéquipiers. Aujourd'hui on était de repos, on n'avait pas de course en même temps que le championnat de France, alors je me suis permis de faire un petit break et venir voir un petit peu tout le monde, faire un petit coucou et c'est clair que ça fait plaisir de revoir tout le monde. Et reboosté par les encouragements de ce pilote, cette fois-ci c'est l'autre pilote d'Ardog justement, Denis Bouan qui réalise le meilleur départ devant Leblanc et Perret. Mais à la fin du premier tour, les 8 premiers pilotes se trouvent en 1 seconde. Et c'est à ce moment-là que Grégory Leblanc augmente le rythme au 4e tour. Il s'échappe, laissant des miettes aux poursuivants. Les 4 poursuivants qui vont se battre comme des chiffonniers jusqu'à la fin. Pour la 2e place, on s'échange les places et les 10e à chaque tour. Grégory Leblanc s'impose et remporte donc le titre de champion de France 2012. Après validation de la Commission nationale de vitesse, derrière, même les pilotes s'y perdent. Perret laisse échapper la 2e place pour seulement 3 millièmes de seconde. Il la laisse à son coéquipier Denis Bouan, qui lui laisse son numéro 1 à Grégory Leblanc, qui réalise là le doublé pour la première fois de la saison. L'objectif quand je suis revenu dans cette catégorie, c'était d'être champion. Donc voilà, chose faite. Je vais dire que ça a été un peu plus facile sans Louis. C'est vrai qu'il nous a manqué sur le championnat. Et donc voilà. Mon numéro 1. Et là, c'est vraiment ravi. En plus, je gagne les 2 courses. J'avais pas fait de doublé depuis le début de l'année. C'est ce qui me manquait. Et je gagne avec la manière. À chaque fois, plus de 5 secondes d'avance. C'est vraiment génial. Après ma blessure, en plus, je suis revenu. Et j'ai quand même réussi à gagner. Et j'y suis allé au mental. Et c'est vraiment magique. Et maintenant, on va aller faire le podium. Et après, boire un coup pour fêter ça. Grégory Leblanc est donc titré quoi qu'il arrive. David Perret et Étienne Masson vont se battre donc pour la place de dauphin. Ils repartent de Dijon à égalité parfaite avec 140 points chacun. Et en Superbike, pendant les qualifications, le temps est plutôt clément pour la catégorie Rennes, du moins au début, puisqu'une averse vient changer la donne après seulement 7 minutes de course. Mais ça ne dure pas et la piste sèche rapidement et c'est Julien Dacosta sur la Kawa du team SRC qui imprime le rythme. Il est le seul pilote à passer sous les 1:20 et décroche la pole, mais aussi le record absolu du circuit avec un temps de 1:19,567. Sébastien Gimbert échoue à moins d'une demi-seconde derrière avec 1:20,053. Mais la pluie n'a pas fini de faire des siennes puisque le lendemain pour la première course, alors que les pilotes sont en place, une grosse averse oblige la direction de course à déclarer la course wet, humide. Et alors que certains pilotes sont partis pester, d'autres changent les pneus et prennent un pari risqué. Par exemple, Sébastien Gimbert partira en pluie à l'avant et en slick à l'arrière. Dacosta, plus frileux, passe de pluie.
Quant à Mathieu Ginès, lui, il change carrément de moto et partira avec une Honda modèle ABS. Et lors du départ, il ne pleut plus, mais la piste est très humide. Le choix de Dacosta paye en début de course, puisqu'il s'échappe en tête avec Mathieu Ginès. Mais la piste sèche très vite et Ginès passe Dacosta dans le premier virage du deuxième tour. Derrière lui, Muscat et Gimbert reviennent comme des balles. Ginès devant possède 2 secondes d'avance sur Muscat et Gimbert. Dacosta paye son mauvais choix de pneus et se retrouve 5e. Ginès, alors en tête, va commettre une erreur dans le parabolique, laissant passer David Muscat sur sa Ducati 1098S. Gimbert passe en tête au 7e tour. Et les positions n'évolueront pas jusqu'à l'arrivée. Gimbert s'impose devant David Muscat. Dacosta, lui, termine 5e. Ouais, très difficile, surtout que j'ai fait un choix de pneus au dernier moment grâce à mon coéquipier d'endurance qui est là, Erwan. On a discuté tous les deux et on a fait un choix il m'a aidé pour faire mon choix et ça s'est super bien passé. J'ai été vraiment encadré, toute l'équipe Michelin qui m'a apporté un soutien incroyable et mon équipe qui a fourni un travail incroyable pendant tout le week-end. Je suis vraiment content de leur amener la victoire pour cette course-là. Voilà. La pluie permet aux manufacturiers de Clermont-Ferrand de signer un triplé sur 3 machines différentes, une BM, une Ducati et une Honda. Et le soleil est au rendez-vous pour le départ de la deuxième course. Sébastien Gimbert rate un petit peu son départ alors que la Kawasaki et Julien Dacosta s'envolent. Après le premier tour, il y a déjà un écart de 1 seconde 8 sur Gimbert qui vient de passer Ginès. La moto numéro 86 chaussée des Pirelli est intouchable dans ces conditions. Et Julien Dacosta s'envole devant Gimbert et la bataille a encore lieu entre les 4 pilotes pour la 3e place. Dietrich, Ginès, Philippe et Déal. Mais c'est Dacosta qui gagne avec 6 secondes 7 d'avance devant Gimbert. Et pour un souffle, c'est Dietrich qui monte sur la 3e marche du podium. Disons que ce matin j'ai perdu un petit capital. Là, bon, je rattrape un peu le coup, mais bon, je pense qu'il reste 2 courses. On va vraiment se concentrer et aller terminer ces deux meetings et on verra bien ce que ça donne à Albi. Ouais, grosse bagarre, comme depuis le début de saison, hein, on n'arrête pas de se bagarrer pour la 3e place. Je suis content parce que le week-end a été assez difficile avec... on connaissait pas la piste, c'est pas une excuse, mais avec les conditions météo, on a eu un peu de mal à donner des bons réglages, etc. Mon équipe a énormément bossé sur la moto, malgré que je leur donnais pas énormément d'infos parce que j'arrêtais pas de changer de plein de choses. Mais voilà, ça prouve qu'encore une fois, on a une bonne équipe, qu'on sait bien remonter la barre. Et voilà, là, les 2 premiers étaient plus vite, encore une fois. Mais bon, je suis content d'être sur le podium. Et au terme de ce rendez-vous bourguignon, Dacosta possède une avance de 62 points sur Gimbert. Dietrich est confortablement installé en 3e place devant Vincent Philippe, qui compte 140 points. Et les pilotes du championnat de France Superbike s'offrent un petit break pendant l'été. Le prochain rendez-vous aura lieu à l'Aidenor le week-end du 25 et 26 août. Bonnes vacances, à plus, ciao ciao.